Dans une récente interview à la presse, le président Joe Biden a confirmé que les hommes et les femmes américains se battraient pour défendre Taïwan d'une invasion chinoise. Cela a immédiatement provoqué l'indignation de la Chine qui a déclaré que les États-Unis violaient sa propre politique d'une seule Chine. En réponse, le président Biden a ordonné aux navires de guerre américains et canadiens de voguer vers Taïwan. Pendant des décennies, les États-Unis ont opéré dans une ambiguïté stratégique en ce qui concerne Taïwan, ne s'engageant jamais vraiment à la défendre mais laissant fortement entendre qu'ils s'opposeraient à une invasion chinoise avec leurs propres forces militaires. Cela a servi de tampon diplomatique entre les États-Unis et la Chine, car la Chine voit la réunification avec Taïwan comme une question non seulement de fierté nationale, mais aussi de survie pour le Parti communiste chinois. Un Taïwan libre et indépendant est un affront direct aux tentatives de la Chine de devenir une superpuissance mondiale, ce qu'elle n'a pas encore atteint. Si la nation ne peut pas neutraliser une province renégade juste à côté de ses propres côtes, elle ne sera jamais une puissance mondiale crédible. Pour le PCC, la démocratie de Taïwan est une menace existentielle au pouvoir chinois. Maintenant, le président Biden a dit à haute voix ce qui est pensé en silence, et la Chine peut s'attendre à faire face aux forces américaines si elles tentent d'envahir Taïwan. Toutefois, que feraient les États-Unis en cas d'invasion? Une invasion chinoise de Taïwan ne pourrait avoir lieu que pendant une période de 2 à 3 semaines, au printemps ou en automne, lorsque les marées sont favorables. Les forces chinoises ne pourraient également débarquer que sur un nombre limité de plages adaptées pour le débarquement de l'infanterie et des véhicules, et toutes ces plages sont hautement défendues et piégées à l'avance. De plus, une invasion prendrait des mois à se préparer, ce qui donnerait à la marine de Taïwan, largement prévenue, le temps de miner le détroit de Taïwan. Ce serait l'opération militaire la plus coûteuse en termes de vie et de ressources depuis les grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, et même sans l'aide des États-Unis, la Chine a peu de chances de réussir malgré son avantage de taille écrasant. Tout comme les Grecs aux Thermopyles, Taïwan est dans une position stratégique supérieure qui permet à ses plus petites forces de repousser les hordes chinoises. En cas de guerre, la réponse des États-Unis serait aérienne et maritime, et il est peu probable que les forces terrestres américaines entrent en jeu dans les combats. Cependant, il n'est pas impossible que la marine et l'armée américaine soient engagées dans la défense de l'île en petit nombre pour soutenir les défenseurs de Taïwan. La première chose qui arriverait en cas de guerre, c'est que les sous-marins américains décimeraient les navires chinois. Malgré une capacité croissante dans la guerre anti-sous-marine, les capacités ASW de la Chine sont encore insuffisantes et les sous-marins américains sont très efficaces pour rester cachés. La flotte silencieuse américaine serait chargée de tendre une embuscade aux navires chinois qui tenteraient de naviguer dans le détroit de Taïwan en frappant d'une précision chirurgicale sur les transports de troupes et les navires de soutien qui auraient plus d'intérêt à être éliminés étant donné leur nombre limité que les véritables navires de guerre. Si la Chine ne peut pas déplacer des troupes et du matériel à travers le détroit, elle ne pourra rien envahir. Le détroit de Taïwan serait un endroit périlleux pour n'importe quel navire, les sous-marins américains seraient perdus, mais les pertes du côté chinois seraient significativement plus élevées. Au nord, juste au sud de la Russie, Kamtchatka, un sous-marin américain de la classe Ohio converti pour transporter des missiles de croisière lancerait une attaque dévastatrice contre l'oléoduc reliant la Chine à la Russie. Cela laisserait la Chine avec une seule voie d'acheminement du pétrole par voie terrestre vers le pays, pénalisant ainsi l'approvisionnement en pétrole de la Chine. Le pétrole serait la clé de la victoire car toute économie moderne en a besoin pour fonctionner. La Chine est cependant extrêmement vulnérable aux perturbations commerciales. C'est en grande partie la raison pour laquelle les États-Unis ont fait peu de cas des menaces de la Chine. Environ 60% du commerce de la Chine, y compris le pétrole, transite par la mer, le talon d'Achille de la Chine. La nation peut avoir la plus grande marine du monde, mais la plus grande ne signifie pas la plus compétente, ni la plus performante, et la marine chinoise présente de sérieuses lacunes. Pour commencer, ces chiffres sont grandement gonflés par des bateaux de missiles plus petits et il lui manque les capacités logistiques ou défensives pour envoyer ses navires loin de ses propres côtes. Cela signifie qu'alors que la marine chinoise pourrait opérer autour des eaux territoriales de Taïwan, les envoyer beaucoup plus loin en mer que cela serait une erreur fatale. C'est une situation à laquelle la Chine a essayé de remédier en étendant son influence dans la mer de Chine par le biais d'îles artificielles. Ces aérodromes flottants artificiels sont remplis à ras-bord de missiles à longue portée et d'avions d'attaque, mais ils ne peuvent tout simplement pas faire assez pour protéger le commerce outre-mer de la Chine. C'est parce que tout navire apportant du pétrole en Chine doit passer par la mer d'Arabie et l'océan Indien, donnant aux États-Unis 2 points d'étranglement pour étouffer la Chine à mort économiquement. Les transporteurs américains rejoindraient sans aucun doute le combat dans le ciel de Taïwan, même si, pour être honnête, les forces américaines n'auront jamais besoin d'attaquer la Chine.
s'ils se contentent d'appliquer une stratégie de blocus. En cas de guerre avec la Chine, la seule raison pour laquelle les forces aériennes américaines attaqueraient les forces chinoises serait la destruction de ces forces aériennes et navales de manière à la neutraliser en tant que menace future. Volant depuis des aérodromes en Corée du Sud et au Japon, les chasseurs de l'US Air Force pourraient se joindre au combat au-dessus de Taïwan avec l'aide de ravitailleurs aériens et opérant à partir de porte-avions. Dans le Pacifique, les aviateurs de l'US Navy seraient également sur les lignes de front contre les forces chinoises. Cependant, les porte-avions américains seraient sous la menace sérieuse d'une attaque de missiles balistiques chinois et c'est pourquoi la marine américaine travaille à étendre considérablement le rayon de combat de ces chasseurs. La prochaine génération de chasseurs de la marine, déjà en développement, a une exigence stricte d'augmentation du rayon d'action de combat jusqu'à 50%, ce qui signifie que la structure aérienne devra être nettement plus grande que les actuels F-18 Hornet ou F-35. Cependant, dans le même temps, la marine développe également une flotte de drones ravitailleurs qui peuvent accompagner les chasseurs et les ravitailler juste avant d'entrer dans le champ de bataille. Cela aiderait à mettre les navires américains hors de portée de la plupart, mais pas tous, des missiles à longue portée de la Chine. Mais c'est au mieux une mesure provisoire car la technologie des missiles continuera d'évoluer en faveur d'armes de plus en plus longues. Pourtant, les États-Unis restent confiants, ils peuvent opérer avec leurs porte-avions dans le Pacifique en cas de guerre. La flotte de défense américaine comme les croiseurs Aegis peuvent s'attaquer aux missiles balistiques avec leur complément de missiles SM-3 qui interceptent les missiles balistiques en dehors de l'atmosphère terrestre de la Terre. Pour aider à leur propre défense, les transporteurs américains sont rapides, très rapides pour des navires de leur taille, avec une vitesse de pointe de 35 miles par heure, 56 km/h. Cependant, c'est un fait bien connu que les superporteurs américains peuvent se déplacer plus vite que cela si nécessaire, avec une vitesse de pointe classée. 35 km/h ne peut pas sembler beaucoup, mais quand vous visez un vaisseau à des centaines de kilomètres de votre site de lancement, cela veut dire que le temps que votre arme se rapproche des coordonnées originales du vaisseau, elle est déjà loin. C'est pourquoi les munitions modernes à longue portée nécessitent de la surveillance, du suivi et du ciblage très robuste sous la forme de drones, d'avions AWACS, de capteurs sous-marins et de satellites entre autres. Chacun de ces actifs constitue un lien dans une longue chaîne de mise à mort où les plateformes fournissent des données de ciblage à un missile en approche. Alors que la Chine a fait de grands bonds dans sa capacité à frapper les navires américains en mer, il reste à voir si les chaînes d'élimination chinoises peuvent survivre à un contact hostile avec les forces américaines. Cela ne signifie pas que les superporteurs américains sont en sécurité et la plateforme est probablement un concept dépassé que nous devrions fortement envisager d'abandonner au profit de porte-avions plus petits et plus nombreux qui laissent la marine américaine moins vulnérable aux pertes écrasantes d'une seule attaque. Une fois que les chasseurs américains seront dans les airs, la Chine se retrouvera face aux forces aérospatiales les plus avancées du monde. Mais cela ne rend pas les avions américains invulnérables. En effet, la Chine dispose d'un missile air-air de plus longue portée que les États-Unis, le PL-15. Ce missile a une portée légèrement supérieure à celle du American AIM-120D AMRAAM, ce qui donne aux chasseurs chinois l'avantage dans une confrontation de type première gare, premier tir. Cette situation est appelée à changer dans les prochaines années car les États-Unis mettent en service l'AIM-260 qui a une portée classifiée, mais on pense qu'il peut atteindre au moins les 300 km, ce qui correspond à la portée de l'AIM-260. 300 km, soit la portée attendue du missile chinois de nouvelle génération, le PL-21, qui devrait avoir cette portée. Cependant, pour réellement frapper les chasseurs américains, la Chine doit les détecter en premier, et c'est pourquoi le fer de lance des États-Unis sera la flotte d'avions furtifs de 5e génération. Bien qu'ils ne soient pas invisibles pour les radars ennemis, les chasseurs chinois de première ligne ne peuvent actuellement pas cibler les F-35 et F-22 américains jusqu'à ce qu'ils soient environ à 56 km, ce qui élimine le léger avantage de la Chine en matière de missiles RR à longue portée. Les chasseurs américains pourraient ouvrir le feu bien avant que les Chinois ne sachent qu'ils sont déjà là. Mais la furtivité s'accompagne d'une grave vulnérabilité, le manque de capacité de charge utile. En configuration furtive, un F-35 américain est limité à 4 AIM-120 et 2 Sidewinders. Cela n'est pas de bon augure, étant donné que la Chine utilise des dizaines d'avions à la fois pour le combat. Alors que les chasseurs furtifs américains seraient capables d'éliminer les écrans frontaux des chasseurs chinois, il est peu probable qu'ils soient capables de pénétrer assez profondément pour frapper les bombardiers chinois qui lancent des attaques dévastatrices contre des cibles taïwanaises. Pour ce faire, les chasseurs américains devraient voler en configuration de missiles sur les pylônes d'ailes, détruisant ainsi leur signature furtive. La Chine a ses propres chasseurs furtifs pour inquiéter les États-Unis. Le Chengdu J-20 est un chasseur de 5e génération inférieure quand on le compare au F-22, F-35 et au Su-57 russe.
Il a décidément des caractéristiques non furtives telles que des canards et des sorties de moteur, et on pense qu'il utilise des matériaux absorbant les radars de qualité inférieure. De plus, la Chine n'exploite qu'environ 150 de ces appareils, ce qui signifie qu'ils sont en quantité limitée. Cependant, même une furtivité inférieure reste furtivité, et les J-20 chinois constitueraient une menace sérieuse pour les moyens de soutien aérien américains tels que les ravitailleurs et les AWACS, deux plateformes critiques nécessaires aux campagnes aériennes modernes. Armés de PL-15 à longue portée, les J-20 pourraient facilement rester hors de portée d'un AWACS américain et tirer leurs missiles. À ce jour, les États-Unis n'ont pas de solution ferme à ce problème, qui serait amplifié par le fait que les avions chinois seraient capables d'opérer si près de chez eux et donc apporter des défenses aériennes, terrestres et navales. La bataille dans le ciel de Taïwan se transformerait en bataille d'usure que les États-Unis gagneraient inévitablement. Ils gagneraient avec le temps, mais pas sans subir des pertes importantes, même de leurs précieux chasseurs de 5e génération. Le plus tôt le public américain acceptera que les F-22 et F-35 ne sont pas invulnérables, plus l'Amérique sera en mesure d'accepter les pertes au combat et continuer à rassembler la volonté de se battre parce que la Chine cherchera à mettre les États-Unis hors de combat, non pas par la puissance militaire, mais en érodant le soutien de l'opinion publique à la guerre. Après 20 ans d'aventurisme désastreux au Moyen-Orient, le peuple américain n'a plus la force pour une autre campagne militaire prolongée contre un ennemi qui n'est pas nécessairement une menace directe. C'est l'espoir de la Chine de pouvoir couper les genoux de l'Amérique en infligeant de grandes pertes et en choquant le peuple américain. Pourtant, la protection de Taïwan est d'une importance critique de l'ordre de la défense nationale pour les États-Unis. Permettre à la nation insulaire de tomber aux mains de la Chine compromettrait gravement la domination américaine dans le Pacifique, car cela donnerait à la Chine la capacité de briser ce qu'on appelle la première chaîne d'îles d'endiguement. Il s'agit d'une chaîne d'îles qui encercle la Chine du Japon jusqu'aux Philippines et a servi de barrière à l'expansion navale chinoise dans le Pacifique. Taïwan est cependant important pour les États-Unis et pour l'ensemble du monde libre pour une autre raison. Actuellement, la nation insulaire fournit la plupart de l'approvisionnement mondial en puces électroniques et autres composantes informatiques. Permettre à cette capacité de fabrication de tomber entre les mains des Chinois signifie qu'en plus de sa propre capacité de production, la Chine deviendrait le plus grand fournisseur mondial de ces composants indisponibles à l'industrie et les armées modernes. L'embargo sur le Taïwan était déjà à lui seul un coup fatal à la capacité de la Russie à fabriquer de nouvelles munitions de précision. Avec la Chine contrôlant la fabrication de composantes informatiques, cela donnerait effectivement au pays la capacité de faire chanter n'importe quelle autre nation dans le monde et de la contraindre à valider ses offres. Cela inclut même les États-Unis. Faites ce que la Chine veut, ou sinon vous serez coupé des fournitures essentielles nécessaires pour que votre économie moderne fonctionne. C'est une menace stratégique si grande que même les puissances européennes ont promis un certain soutien pour que Taïwan conserve son indépendance. Heureusement pour Taïwan, la réponse du monde à l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis un sérieux frein à l'ambition de la Chine de conquérir Taïwan. La réponse sans précédent de l'Occident a montré à la Chine jusqu'où elle était prête à aller pour contrer l'agressivité des gouvernements autoritaires contre les nations libres. Les rumeurs disent que la Chine avait en fait planifié une action militaire cet automne, mais l'invasion russe de l'Ukraine a complètement fait dérailler ses plans. La dernière chose que la Chine veut est de devenir un deuxième paria mondial, d'autant plus que sa propre économie fera face à des désastres internes très sérieux dans un avenir très proche. Maintenant, allez voir Troisième Guerre mondiale heure par heure ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.